Bonjour tout le monde. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on repart sur notre série trépidante, ou pas, de Game of Group parlementaire. La dernière fois on avait fait le point sur les différentes maisons qui composent le Parlement européen, chacune avec son identité propre, des intérêts communs et parfois aussi divergents, permettant alliance ou baston au sein de l'hémicycle. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets dans le petit i juste au-dessus. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va surtout se pencher sur le fonctionnement pur et dur d'un groupe parlementaire du Parlement européen. Et parce qu'on est un petit peu obsessionnel chez WIP, on va continuer de filer la métaphore avec Game of Thrones. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Les groupes parlementaires, comme je vous le disais la dernière fois, sont un petit peu comme les maisons dans Game of Thrones, en moins sanglant et en plus démocratique. Avoir un groupe parlementaire au sein du Parlement européen, eh bien, c'est important, vous vous en doutez. Parce qu'un groupe politique, eh bien, ça participe à l'organisation de l'agenda parlementaire. Ça a aussi plus de temps de parole, en fonction du poids numéraire de chaque groupe, et aussi plus de moyens, que ce soit en termes de ressources humaines ou financières. Au Parlement européen, les groupes ne sont pas constitués par nationalité. C'est pas tous les Français dans un même groupe et puis tous les Espagnols dans un autre groupe dans leur coin. Non, comme ce que l'on connaît à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les groupes sont constitués par rapport aux affinités politiques. Donc on va retrouver les classiques gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite, europhile, eurosceptique, etc., etc. Et comme en France, les groupes politiques doivent déposer une déclaration auprès de la présidence du Parlement européen. La déclaration du groupe doit contenir son nom, évidemment, sinon ça n'a pas de sens, mais doit aussi contenir tout un pan politique qui détermine les objectifs du groupe, mais également l'orientation politique de celui-ci. Les noms des membres du groupe ainsi que les membres du bureau de ce même groupe doivent être également rattachés à la déclaration. Le Parlement européen, que l'on peut comparer au royaume des 7 couronnes, ne va pas mettre son nez dans l'organisation de chaque maison. En gros, ce n'est pas le Parlement européen qui va évaluer que les affinités politiques sont réelles. L'institution estime que si un député décide d'être membre d'un groupe, eh bien c'est parce qu'il partage les objectifs politiques de ce dernier. Et d'ailleurs, chaque parlementaire signe un petit bout de papier dans lequel il déclare partager les affinités, et ce petit papier est rattaché au dossier de constitution du groupe. Mais vous vous en doutez, pour fonder sa maison au sein du Parlement européen, il y a quelques conditions quand même. Bah oui, sinon ce serait un peu trop facile. Déjà, il faut au minimum des troupes constituées de 25 députés européens. Mais ce n'est pas tout, il faut qu'il y ait au moins un quart des nationalités qui soient représentées dans le groupe, et aujourd'hui, ça s'établit au nombre de 7 nationalités. Et puis comme on en parlait, il faut évidemment partager les affinités du groupe politique quand vous êtes membre. Et c'est tout, pas plus. Bon, vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais en soi, c'est pas non plus ultra compliqué. Si vous réussissez tout ça, eh bien vous pouvez fonder votre maison. Le Parlement européen, et encore heureux, n'a aucun pouvoir pour rejeter la constitution d'un groupe à partir du moment où il respecte les conditions que je viens de vous énoncer. Bon, et puis, évidemment, ça va de soi, un député européen ne peut pas être membre de plusieurs groupes à la fois. Bah oui, enfin, ça va quoi. Et comme dans notre série préférée, eh bien un député européen peut passer d'un camp à un autre s'il le souhaite. À Westeros, vous le savez, chaque maison détient des bannières ou des vassaux, qui sont des plus petites familles. Exemple, les Mormons qui ont mis leur bannière à la disposition des Stark. House Mormont remembers, we know no king, but the king in the north whose name is Stark. Eh bien, au Parlement européen, c'est un peu pareil. Bon, j'avais dit que je continue de filer la métaphore. En effet, dans chaque groupe politique, vous avez des délégations. Ces délégations réunissent des députés qui sont issus de la même nationalité et donc souvent du même parti politique au niveau national. Exemple, au sein du groupe PPE, vous retrouvez la délégation française et cette délégation française est composée des Républicains. Ces différentes délégations décident donc de se mettre ensemble à travers un groupe pour avoir évidemment plus d'impact au niveau du Parlement européen. Les délégations ont tout de même
une existence un petit peu indépendante. En effet, chaque délégation d'un groupe parlementaire peut se réunir seule, sans la présence des autres délégations, pour du coup travailler sur des sujets divers et variés, notamment parfois sur des positions qui touchent plus à l'intérêt national, mais aussi apporter des visions qui sont parfois différentes d'un pays à un autre. Et c'est là qu'on touche à un point particulier du système européen. Dans chacune des maisons du Parlement européen, il n'est pas rare de voir que les bannières ont des intérêts divergents. Effectivement, il ne faut pas oublier que les députés européens sont élus à l'échelle nationale, dans leur propre pays. Effectivement, les listes transnationales n'existent pas encore. Même si les députés européens sont là pour défendre une vision à l'échelle européenne, qu'elle soit europhile ou eurosceptique, les intérêts nationaux ne sont jamais totalement ignorés. Ainsi, sur certains sujets, des délégations d'un même groupe ne seront pas d'accord. Par exemple, les Verts français et les Verts allemands n'ont pas toujours les mêmes positions. Au sein du groupe Identité et Démocratie, vous avez donc la délégation française qui est composée du Rassemblement national. Et cette délégation française est plus portée sur un protectionnisme économique. Alors qu'à l'inverse, la délégation allemande du groupe Identité et Démocratie, l'AfD, est plus libérale d'un point de vue économique. Ainsi, au Parlement européen, on retrouve des négociations entre les groupes, mais aussi en interne de ces groupes. Quand je vous dis que l'Union européenne, c'est le temple du compromis, les gars, je déconne pas. C'est vraiment une réalité qui se retrouve à toutes les échelles au niveau européen. C'est que de la négociation et du compromis partout, tout le temps. Bien évidemment, vous vous en doutez, pour être plus fort, les groupes tentent de trouver une position commune à toutes les délégations composantes. Mais parfois, c'est tout bonnement impossible. Et ces divergences peuvent parfois se retrouver dans les votes. Pour vous citer un exemple très concret, en 2017, à l'occasion du vote sur le CETA, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, la position officielle du groupe parlementaire SND, les socialistes, était en faveur du traité. Alors que dans ce groupe, la délégation française, composée des élus PS, était opposée à cet accord et donc a voté contre, alors que la majorité des SND ont voté en faveur du texte. Et cette opposition française peut s'expliquer par plusieurs raisons. La première, la question des convictions. Évidemment, il n'y a pas de doute sur les convictions des hommes et des femmes politiques qui composaient la délégation française à ce moment-là, mais il y a aussi la question des enjeux politiques nationaux qui peuvent expliquer des positionnements. Par exemple, sur le CETA, il y avait une faible acceptabilité de la population française sur ce sujet. Et en plus, il y avait une élection présidentielle qui était en approche, puisque le vote sur le CETA a lieu en février 2017. A l'inverse, la délégation allemande du SND a voté en faveur de cet accord, comme la délégation danoise, la délégation finlandaise, la délégation roumaine, etc., etc. Parce que pour les socialistes de ces pays, les accords de libre-échange sont plus acceptés et plus acceptables que pour les socialistes français. Bon, ensuite, généralement et dans la majorité des cas, les délégations des groupes parlementaires sont en accord, parce que sinon elles ne seraient pas dans le même groupe parlementaire. Les groupes parlementaires, ils élaborent leur position lors des réunions de groupe. Incroyable, on s'y attendait pas. Globalement, ces réunions de groupe sont très similaires à ce qui se passe au Parlement français, mais la différence majeure est surtout calendaire, puisqu'en fait, au Parlement européen, il y a une semaine par mois qui est dédiée aux groupes politiques, et donc c'est une semaine pendant lesquelles il y a plein de réunions de groupe un peu tous les jours pour justement débattre, définir les positions, etc., etc. Alors que je le rappelle, à l'Assemblée nationale et au Sénat, généralement, les réunions de groupe, c'est une fois par semaine. Comme je vous le disais, les groupes cherchent au maximum à avoir une unité interne, et c'est le cas dans la majorité des situations. Mais comme on l'a vu juste avant, certaines délégations, pour diverses raisons, ne peuvent pas forcément être d'accord avec la position du groupe. Et dans ce cas-là, la délégation le fait tout simplement savoir à l'ensemble du groupe. Ça s'appelle de la courtoisie, quoi. On prévient. Par politesse, et puis tout simplement pour permettre du débat aussi. Et donc des solutions peuvent être trouvées. On peut par exemple essayer de tenter l'abstention plutôt que de voter à l'encontre de la position du groupe. Mais il y a aussi d'autres possibilités qui sont très techniques. Par exemple, il y a le vote séparé, qu'on appelle le split vote. En gros, avec le vote séparé, les députés peuvent voter à leur guise sur une partie du texte précise qui les dérange, sans pour autant que derrière ça leur empêche de voter pour l'intégralité du texte. Enfin, si une délégation maintient sa position et estime que toutes les solutions que je viens d'exposer ne peuvent pas convenir, on acte le fait qu'elle ne votera pas comme le groupe. Et même si ça fout un coup à l'unité, c'est pas grave, on l'accepte. C'est pas pour autant qu'on va dégager la délégation du groupe ou quoi que ce soit d'autre en fait. Cette situation d'acceptabilité, elle s'explique par l'habitude du compromis, mais aussi et surtout par le fait que toutes les délégations peuvent se retrouver dans cette situation où le contexte national a un impact très fort.
ou parce que les convictions à ce moment-là sont divergentes. Après, en fonction des groupes, l'unité est plus ou moins forte. Par exemple, au sein de la GUE-NGL, c'est acté que les délégations restent souveraines, et donc les différences de vote peuvent intervenir très régulièrement. A l'inverse, au groupe PPE, l'unité est très régulière. Surtout depuis que le Fidesz est parti. Comme les maisons de Game of Thrones, eh bien nos groupes parlementaires ont leur chef. Et contrairement à Game of Thrones, eh bien ces chefs sont élus démocratiquement. Maybe the decision about what's best for everyone should be left to, well, everyone. Ils sont élus en interne par les membres du groupe. Rien de très surprenant là-dedans. Un peu comme un Ned Stark ou un Tywin Lannister, les présidents des groupes veillent au bon fonctionnement de celui-ci, mais aussi à la protection et à la défense des intérêts du groupe de manière non violente. Dracarys. Et puis évidemment, ils en sont les représentants. Et comme les bannières, eh bien nos délégations ont aussi un chef et ce dernier veille également à l'organisation de la délégation et aussi à la protection des intérêts et à la défense de ces derniers au sein du groupe. Les groupes parlementaires sont globalement structurés de la même manière que les groupes que l'on retrouve à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il y a évidemment la présidence avec le président du groupe et les vice-présidents, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le bureau. Et là vous y retrouvez généralement le président ou la présidente, les vice-présidents, le trésorier, mais aussi tous les élus du groupe qui ont des fonctions au sein de l'institution. Ça va être par exemple le questeur, les vice-présidents du Parlement européen, les présidents des commissions parlementaires, etc., etc. Et comme au Parlement français, eh bien on retrouve les whips. Non, pas nous, ceux qui ont inspiré notre nom évidemment. Au Parlement européen, par contre, on ne les nomme pas whip, mais on les nomme coordinateurs. Et chaque groupe parlementaire dispose d'un coordinateur par commission parlementaire. Et leur rôle, eh bien, c'est de faire de la coordination. Merci Jennifer. Ultra utile cette intervention, hein. En gros, leur rôle, c'est de veiller à la cohérence de la position du groupe au sein des commissions parlementaires. C'est eux qui vont essayer de tenter de trouver des solutions quand il y a des désaccords au sein d'une commission parlementaire entre les membres du coup de cette commission qui font partie du groupe parlementaire à laquelle ils sont tous membres. Et j'en ai marre, je dis le mot membre à chaque fois. Ils sont également chargés de coordonner la désignation des rapporteurs et des shadow rapporteurs. Pour mieux comprendre ce rôle, je vous invite à regarder notre tuto sur comment on fait une loi européenne. Pour la petite précision, eh bien comme en France, les groupes parlementaires du Parlement européen disposent d'un secrétariat composé de collaborateurs de groupe. Et ils sont là pour veiller au bon fonctionnement du groupe d'un point de vue très opérationnel et logistique. Vous trouverez ainsi des conseillers politiques qui sont chargés du suivi des travaux des commissions parlementaires, vous retrouverez des conseillers communication, des conseillers presse, mais aussi des gens qui sont des fonctions qu'on appelle plutôt support, comme des comptables, des gens qui travaillent aux ressources humaines. Et l'effectif de ce secrétariat qu'on appelle dans le jargon européen le staff dépend du poids numéraire des groupes parlementaires. Plus vous êtes un gros groupe et plus vous disposez d'effectifs. Assez logique, et puis du coup ça se passe comme en France. Et vous vous en doutez également, mais chaque député européen dispose de collaborateurs qui travaillent pour lui. Et seulement pour lui. Et puis aussi, les délégations des groupes peuvent également avoir du staff. Généralement, c'est pas beaucoup de monde, mais ils ont cette possibilité là aussi, pour gérer l'organisation de la délégation cette fois-ci. Enfin, qui dit groupe politique dit également les non-inscrits. Et oui, au Parlement européen aussi, ils existent. Et c'est bien de ne pas les oublier. Comme au Parlement français, les non-inscrits sont des députés qui ne sont membres d'aucun groupe. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Par exemple, c'est que leur idéologie n'est pas suffisamment représentée au sein du Parlement européen pour pouvoir former un groupe, ou alors parce qu'ils ne se sentent pas en accord avec les groupes existants et ne veulent donc pas les rejoindre. Et puis il y en a qui ne peuvent tout simplement pas être acceptés par les groupes politiques. Les non-inscrits peuvent venir de tous horizons, de tout État et aussi de tout parti politique. Titre d'exemple, on a un député européen grec qui est membre de l'Aube dorée. Vous savez, ce parti néo-nazi. Très joyeux. Parmi les non-inscrits, vous retrouvez également les députés italiens qui sont membres du mouvement 5 étoiles et depuis très récemment, vous retrouvez également les députés européens hongrois qui sont membres du Fidesz, le parti politique de Viktor Orban. Mais bon, eux, ils risquent de pas rester non-inscrits très longtemps. Le Parlement européen permet tout de même à ces non-inscrits d'avoir un secrétariat. Mais vous vous en doutez, qui dit non-inscrit dit lot de difficultés.
Les députés non inscrits ne sont donc pas membres par exemple de la conférence des présidents, qui est un peu un organe important pour l'organisation de l'agenda du Parlement européen par exemple. Cependant, il faut savoir que le président du Parlement européen peut inviter un non inscrit au sein de la conférence des présidents pour qu'il puisse étayer ses opinions sur certains points d'organisation. Les non-inscrits de facto n'ont pas accès aux fonctions du Parlement européen, pour la simple raison qu'ils ne sont pas soutenus. Puisque si vous voulez être président du Parlement européen, vice-président du Parlement européen, président d'une commission parlementaire, eh bien il faut vous présenter puisque c'est des élections. Et donc si vous n'êtes pas membre d'un groupe politique, vous n'êtes pas soutenu, puisque vous êtes un petit peu seul au monde. Donc forcément, l'accessibilité à ces fonctions-là est impossible. Et ils n'ont par exemple pas la possibilité d'être coordinateurs dans une commission parlementaire. En temps de parole, pareil, eh bien c'est réduit. Sachez cependant que le temps de parole au Parlement européen est organisé de manière un peu différente de ce qu'on retrouve à l'Assemblée nationale ou au Sénat. En fait, le temps de parole est séparé en deux fractions. La première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre les différents groupes parlementaires, et les non-inscrits bénéficient aussi de cette règle. Ensuite, vous avez une deuxième fraction du temps de parole qui, elle, pour le coup, est répartie en fonction du poids numéraire des groupes. Donc plus vous avez un groupe important, plus vous récupérez du temps de parole sur cette deuxième fraction. Et donc forcément, les non-inscrits en ont beaucoup moins sur cette partie-là. Et voilà, je crois avoir fait le tour de l'organisation des groupes parlementaires au sein de l'hémicycle européen. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir sur le Discord. On est très sympa et la communauté qui se construit également. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelques petits trucs sur le Parlement européen. N'hésitez pas à nous le faire savoir si notre travail vous plaît par des petits commentaires, des likes ou des partages. Et abonnez-vous bordel. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt sur WIP.